Il y a des épisodes de la vie parentale que l'on ne raconte pas souvent, ce qu'on garde pour soi, presque en silence. Ces soirs où l'on attend dans le salon, le cœur en vrac, l'oreille tendue vers le moindre bruit de clé dans la serrure. Ces matins où on sent que quelque chose a changé, mais qu'on n'ose pas poser la question. Ces regards évités, ces réponses floues, ces photos un peu dérangeantes vues sur les réseaux, ces mots crus attrapés au vol, ces odeurs suspectes sur les vêtements, et ce sentiment grandissant que l'on est en train de perdre le lien, sans comprendre comment. Quand on devient parent, on sait qu'il faudra accompagner des tempêtes, mais on n'est jamais vraiment préparé à celle-là. L'adolescence, cette zone floue, mouvante, entre l'enfant qu'on a connu et l'adulte en devenir. Ce moment où tout à coup, ce petit qu'on protégeait devient un être qui nous échappe, qui se confronte au monde, qui expérimente parfois jusqu'à se mettre en danger. Et là, c'est la peur qui surgit. La peur qu'il lui arrive quelque chose, la peur qu'il tombe sur les mauvaises personnes, peur qu'il prenne les mauvais chemins, peur de plus être entendu ni respecté, peur de plus savoir quoi dire, quoi faire pour garder le lien, peur aussi de perdre la main. Alors, on surveille, on contrôle parfois, on répète des mises en garde, on interdit aussi, on menace ou au contraire on se tait pour pas le braquer. Et pendant ce temps-là, lui ou elle s'éloigne. Il ment, il esquive, il provoque, il se replie. Et on se sent nul, profondément seul, parce que personne ne parle vraiment de ça, de ce désarroi parental face à un adolescent qui boit, qui fume, qui regarde de la pornographie, qui vit une sexualité trop précoce ou trop risquée. De cette angoisse quand on découvre un message, une vidéo, une conversation sur Snap ou Instagram, de cette sensation que notre enfant vit des choses que l'on n'aurait jamais imaginées et qu'on ne sait pas comment aborder. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne ce temps ensemble, pas pour juger ni culpabiliser, pas pour asséner des vérités ou des règles toutes faites, mais pour réfléchir profondément, humainement, à ce qui se joue quand un adolescent adopte des comportements à risque. Comprendre ce que ça dit de lui, ce que ça dit de nous, et surtout pour voir comment on peut rester en lien même dans la tempête, comment on peut poser des repères sans humilier, ouvrir le dialogue sans effrayer, protéger sans étouffer. Parce qu'il y a une urgence, les chiffres sont là, implacables. Les conduites à risque chez les adolescents explosent. Les consommations précoces d'alcool, de cannabis, les expositions à des contenus sexuels violents, les pratiques sexuelles non protégées, les défis absurdes sur TikTok, les comportements d'automutilation même parfois. Ils ne sont plus marginaux, ils deviennent la norme dans certains cercles. Et si nous ne prenons pas le temps d'écouter, de comprendre et d'agir autrement, alors ce sont nos enfants qui paieront le prix fort. Et notre lien avec eux, parfois, à jamais abîmé. Alors dans cet épisode, je vous propose de mettre sur pause ce que vous pensez savoir, ce que vous croyez devoir faire, et de m'écouter avec un regard neuf. Nous allons parler du cerveau adolescent, de ses vulnérabilités, de ce qui motive ses prises de risques. Nous allons parler de nos peurs, de nos maladresses, de cette frontière ténue entre inquiétude et contrôle. Et surtout, nous allons voir comment reconstruire une posture parentale juste, solide, incarnée, une posture qui n'étouffe pas mais qui encadre, qui ne surveille pas mais qui rassure, qui ne juge pas mais qui accompagne. Parce que oui, il est possible d'accompagner un adolescent à risque sans le perdre. On voit ça tout de suite aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. On pourrait croire que les conduites à risque chez les adolescents sont le fruit de la provocation, de la désobéissance ou d'un simple goût pour la transgression. Mais ça serait une erreur. Ça serait une vision en fait qui serait trop réductrice et bien trop éloignée de la réalité. Car ce que nous révèlent aujourd'hui les recherches en neurosciences, en psychologie et en sociologie, c'est que ces comportements ne sont pas le fruit du hasard ni simplement des caprices. Ils sont les symptômes visibles, bruyants, parfois inquiétants même, de processus complexes à la fois biologiques, émotionnels et sociaux.
Commençons d'abord par le cerveau adolescent. Pendant l'adolescence, le cerveau est littéralement en travaux. C'est pas une simple métaphore, le cortex préfrontal, cette zone responsable de la planification, du jugement, du contrôle de soi, de l'anticipation des conséquences, est encore très immature. L'enfant est en train de se réorganiser et cette maturation, elle sera complète que vers 25 ans. Oui, je sais, c'est long. En parallèle, le système limbique, le siège des émotions, de la récompense, du plaisir immédiat, est lui en pleine ébullition. Résultat, une sorte de déséquilibre structurel, comme si le moteur émotionnel roulait à plein régime alors que le système de freinage est encore défaillant. C'est ce que montre par exemple l'étude de Laurence Steinberg. C'est une chercheure en psychologie du développement qui démontre que le cerveau d'un adolescent est hypersensible à la nouveauté, à la récompense immédiate, tout en ayant une faible capacité à anticiper les risques à long terme. Ça signifie en fait que quand un ado prend des risques, c'est pas parce qu'il comprend pas le danger, mais parce que son cerveau priorise le plaisir du moment à la prudence. Et ça, même s'il connaît intellectuellement les conséquences. Et puis, il y a une autre dimension, il y a l'influence des pairs. Une étude fascinante a montré qu'un adolescent a 3 fois plus de chances de prendre un risque, comme brûler un feu rouge dans un jeu de conduite par exemple, s'il est observé par des amis. L'effet du groupe est massif. Il modifie non seulement le comportement, mais aussi l'activité cérébrale. Le regard des autres, ça devient une sorte de boussole bien plus puissante que celle des adultes. Et ce besoin d'appartenance est vital à l'adolescence. Il construit l'identité, rassure sur sa valeur, et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont un tel pouvoir. Je suis sûre que vous y avez pensé quand j'ai fait tout l'énoncé précédent. Ils offrent en fait une scène permanente où il faut plaire, exister, être validé, quitte à se mettre en danger. Les sociologues, eux, nous alertent sur une autre réalité, celle de la pression. Aujourd'hui, les adolescents vivent dans un monde ultra connecté, ultra exigeant, ultra compétitif. Ils doivent réussir à l'école, être beaux, drôles, populaires, engagés, musclés, bien dans leur peau, et le tout sous l'œil constant d'Instagram, Snapchat, TikTok et autres. La pression est énorme et quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on n'arrive pas à suivre, eh bien on cherche à fuir, à oublier, à anesthésier le mal-être. D'où l'alcool, les drogues, les sexualités précoces, les jeux à risque. Ce ne sont pas seulement des révoltes, ce sont aussi des tentatives pour se soulager. Enfin, n'oublions pas le facteur émotionnel, le besoin d'intensité. Beaucoup d'adolescents disent s'ennuyer, ne rien ressentir. Et les conduites à risque, parfois, ça permet de se sentir vivant. Le cœur qui bat plus vite, l'interdit, l'adrénaline, ça leur donne le sentiment d'exister autrement. De vibrer, de sortir du quotidien, c'est aussi une manière parfois d'attirer l'attention, d'exprimer un malaise qui n'a pas d'autre langage. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, mais ça nous oblige à comprendre autrement, à sortir du registre moral, bien, mal, permis, interdit, pour entrer dans une lecture plus fine et plus humaine, peut-être plus ancrée dans la réalité de ce que traverse un adolescent aujourd'hui. Et cette réalité, elle est exigeante, elle est vertigineuse parfois, mais en tant que parent, comprendre ce qu'il y a derrière ces prises de risques, c'est déjà faire un pas immense. C'est pouvoir se poser autrement, c'est pouvoir aussi cesser de culpabiliser. Non, vous n'avez pas raté l'éducation de votre enfant parce qu'il a fumé un joint ou eu une relation sexuelle trop tôt. C'est pas de votre faute. C'est juste un signe, c'est juste un message et c'est là que commence votre rôle, comprendre le message et y répondre, non pas par peur ou par le contrôle, mais par de la présence, par une autorité juste, incarnée, consciente. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent quand on est parent, c'est qu'un adolescent ne cherche pas toujours des réponses. Eh oui, un adulte non plus. Il cherche une présence, une posture, quelqu'un qui soit là sans jugement, sans panique, sans l'envahir non plus. Et pourtant, face à des sujets aussi sensibles que la sexualité, la consommation de drogue ou d'alcool, nos mots deviennent souvent maladroits. On veut prévenir, alerter, expliquer, mais on se heurte à un mur, un soupir, une porte qui claque, des yeux au ciel. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que dans parler, il y a surtout écouter.
Parler à un adolescent, c'est pas faire une conférence. C'est pas non plus poser des questions comme un interrogatoire. C'est entrer en conversation. Une conversation qui se conduit dans le respect, dans le non-jugement, dans le bon moment aussi. Un adolescent ne souffre pas parce qu'on l'y pousse. Il souffre parce qu'il se sent en sécurité. Et cette sécurité, elle se construit dans les 1000 petits gestes du quotidien. Un regard, une attention, une remarque bienveillante, une écoute sincère. Les neurosciences affectives nous apprennent que le cerveau adolescent est particulièrement sensible à l'injustice, à l'intrusion, au ton. Le cortex préfrontal étant encore immature, eh bien il est moins apte à réguler ses émotions ou à prendre du recul. Ce que nous, adultes, nous percevons comme une simple remarque, ça peut être vécu comme une attaque. Tu fais attention à ce que tu bois ce soir, ça peut sonner comme tu es irresponsable dans ses oreilles. Ce qui veut dire que la forme compte autant que le fond. Le ton calme, la curiosité sincère, l'ouverture sans jugement, ça peuvent ouvrir des portes qu'un discours moralisateur fermera à double tour. Par exemple, dire « Tu sais, je me suis toujours demandé ce que je ferais si j'étais ado aujourd'hui avec tout ce qui circule. » C'est souvent bien plus efficace qu'un « Tu touches pas à ça, c'est clair ». C'est une manière de se relier, pas de contrôler, de partager sans imposer. Il y a aussi une autre chose qui est essentielle, c'est la capacité à tolérer l'inconfort. Un ado ne nous dira pas tout, c'est sûr. Il testera nos réactions en revanche. Il dira des choses pour provoquer, pour voir si on tient bon. Et parfois, ce qu'il dira, ça nous bousculera profondément. Mais si nous nous effondrons, si nous nous énervons, si nous réagissons trop fort, il comprendra une chose. Je ne peux pas tout dire, ce n'est pas un terrain sûr, et il se taira. Alors oui, il faut s'armer. Non pas contre eux, mais pour eux. S'armer de patience, s'armer d'écoute, s'armer de lucidité aussi, parce que les ados sont bien plus informés que nous le pensons. Mais ce qu'ils recherchent, ce n'est pas juste de l'information, c'est une boussole émotionnelle, un adulte capable d'entendre sans fuir, de dire « je ne sais pas » sans perdre en autorité et de poser des limites sans fermer la discussion. Et parfois parler, c'est pas parler du tout. C'est regarder un film ensemble, écouter une chanson, commenter une scène. J'ai créé un espace indirect où le dialogue peut émerger naturellement. Parce que la parole adolescente, ça se faufile, elle ne se décrète pas. Elle s'invite quand le cœur se sent libre. Voyons maintenant cette fameuse question de la limite. Parce qu'on le sait, accompagner un adolescent, c'est pas juste être à l'écoute. C'est aussi tenir un cadre, maintenir un cap, même quand la mère est agitée. Mais comment poser des règles sans passer pour un parent autoritaire, cassant ou dépassé? Comment dire non sans couper le lien et comment protéger sans étouffer? C'est probablement un des équilibres les plus délicats de la parentalité à l'adolescence. Trop rigide, on pousse l'ado à mentir, à cacher, à s'éloigner. Trop permissif, on le laisse sans repère, livré à lui-même. Et parfois, dans cette tension entre le besoin de protéger et la peur de le perdre, eh bien, on reste dans un entre-deux. On fait des demi-rappels, des recommandations floues. On espère que ça suffira, mais ce flou, c'est un terrain glissant. L'adolescent, même s'il le contexte, a besoin d'un cadre clair. Ce cadre, ce n'est pas une prison, c'est une structure, un filet de sécurité si vous voulez. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un cadre bien posé, eh bien ça va rassurer votre ado. Ça lui donne une boussole intérieure, ça lui dit « je suis là, je veille, même si tu ne veux pas que je le fasse ». C'est d'ailleurs ce que les recherches en psychologie du développement ont montré. Les adolescents qui évoluent dans un environnement clair, stable, où les règles sont cohérentes, ont un niveau d'anxiété plus bas et prennent moins de risques. Mais encore faut-il que ce cadre soit expliqué, co-construit quand c'est possible, ajusté à l'âge et à la maturité. Par exemple, interdire les écrans à 18 ans à la manière dont on le ferait avec un enfant de 10 ans, c'est une erreur. De même, ne pas discuter des horaires de sortie avec un adolescent de 16 ans sous prétexte qu'on a peur de céder, c'est perdre l'occasion de l'impliquer dans sa propre sécurité. Et là, j'insiste sur un point crucial. Poser un cadre, ce n'est pas punir. Ce n'est pas menacer, ce n'est pas tout contrôler. C'est juste prévoir ensemble ce qui se passe s'il y a un dérapage. C'est dire « voilà ce que je peux tolérer et voilà ce que je ne peux pas. Si tu ne respectes pas cet engagement, voici ce qui en découlera. » Pas dans la colère, pas dans l'urgence, mais dans un moment de calme. C'est une forme de contrat, si vous voulez, qui est clair, qui est transparent, et c'est ça la responsabilité éducative.
Pas la peur, pas la surveillance extrême, pas le relâchement, la cohérence et même je dirais la congruence. Et bien sûr, il faut être capable d'appliquer ce qu'on dit. Parce qu'un cadre qui tient pas, c'est comme un barrage en carton. Il rassure un temps et puis ça cède et l'ado au fond, il teste ça. Il teste votre solidité et votre constance. Pas pour vous faire craquer, hein, mais pour voir si le monde est fiable, s'il peut vous faire confiance, même quand il vous dit le contraire, évidemment. Et puis posons-nous cette question essentielle. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre adolescent? Quel genre d'adulte souhaitez-vous qu'il devienne? Parce que chaque limite posée est un message, une graine que vous plantez. Quand vous dites «Je ne peux pas accepter que tu rentres à 2 heures du matin sans prévenir parce que ta sécurité est importante pour moi», vous ne dites pas juste non, vous lui dites «Tu comptes, je te vois, je t'aime assez pour te dire stop». Et ça, même si c'est nié sur le moment, même si c'est accueilli par des cris ou des claquements de porte, c'est intégré profondément. C'est une trace que vous laissez, une trace qui dit «Je ne t'abandonne pas à toi-même, même quand tu me rejettes». Quand un adolescent commence à adopter des comportements à risque, qu'il s'agisse d'alcool, de cannabis, de relations sexuelles précoces ou non protégées, c'est jamais par pur goût de la transgression. C'est peut-être difficile à entendre, je le sais, mais la plupart du temps, ce n'est pas contre vous. Ce n'est même pas nécessairement pour provoquer d'ailleurs, c'est souvent une tentative de réponse. Une tentative de répondre à une douleur intérieure, à un mal-être, à un sentiment d'inadéquation, une manière de chercher un exutoire, un apaisement, une reconnaissance, parce que l'adolescence, on l'a oublié, c'est aussi une période de grande vulnérabilité émotionnelle. Les études en neurobiologie affective, notamment celle du psychiatre Daniel Siegel, que je vous cite régulièrement, montrent que le cerveau adolescent est particulièrement sensible aux émotions intenses, à la recherche de sensations fortes, aux besoins d'appartenance. C'est donc un cocktail explosif, tout est amplifié, et les circuits de la récompense, ceux activés par les likes sur les réseaux sociaux par exemple, mais aussi les drogues ou l'alcool, sont particulièrement actifs. Ajoutez à ça la pression scolaire, la quête identitaire, le manque de sommeil, parfois un sentiment de solitude énorme malgré les écrans, et vous obtenez un terreau fertile pour les comportements de fuite, de compensation, voire d'autodestruction. Un ado qui boit trop, qui fume régulièrement, qui multiplie les aventures sexuelles ou qui met sa vie en danger, ne cherche pas juste à s'amuser. Il cherche souvent, sans le savoir, à remplir un vide, à atténuer une douleur, à trouver sa place. Et dans ces moments-là, le pire réflexe, c'est de moraliser, de dire «Mais tu vois pas que tu te détruis, tu me fais honte, tu vas finir en échec». Parce que cette approche, même si elle part d'une peur légitime, ça ne fait qu'ajouter au mal-être. L'adolescent ne se sent pas compris, il se sent juste jugé et encore plus seul, encore plus incompris. Alors que faire? Comment être là sans excuser, mais sans accabler non plus? Comment tenir une place de parent quand on a l'impression que tout nous échappe? Eh bien, la première chose, c'est d'écouter vraiment. Pas pour répondre, pas pour corriger, mais pour comprendre, pour faire émerger ce qui se cache derrière les actes. Et parfois, cette écoute-là, elle commence dans les silences, dans les petits gestes, dans le fait de ne pas fermer la porte, même quand l'ado vous la claque au nez, de dire «je suis là quand tu voudras parler» et de le redire encore et encore. Il ne s'agit pas de tout tolérer, mais il s'agit de reconnaître la souffrance avant de poser le cadre. Et parfois, ça signifie aussi d'accepter qu'on ne puisse pas tout gérer seul. Parce qu'il y a des cas où le mal-être est profond, où la prise de risque devient dangereuse, régulière, incontrôlable. Dans ces cas-là, le recours à un professionnel est fondamental et essentiel. Un psy, un médecin, un éducateur, quelqu'un qui saura prendre le relais, ouvrir une autre voie. C'est pas un échec d'y faire appel, c'est une preuve d'amour. C'est dire je ne te lâche pas, mais je ne peux pas tout faire seul. Et puis il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, la honte. La honte de l'ado lui-même, hein. Beaucoup d'adolescents qui prennent des risques savent très bien qu'ils dépassent les limites. Et ils s'en veulent. Mais ils ne savent pas comment revenir en arrière. Ils ont peur du jugement, de la colère, de l'humiliation. Ils s'emmurent dans leur silence, leurs mensonges, leurs fuites. Et c'est précisément là que vous, en tant que parent, vous pouvez jouer un rôle fondamental. En laissant une porte entrebâillée, en disant, quoi qu'il arrive, je veux comprendre. Pas pour excuser,
mais pour accueillir sans valider, écouter sans cautionner, aimer sans abandonner. Et dans cette tension-là, dans cet espace entre la fermeté et l'accueil, se rejoue le lien profond qui ne dépend pas des erreurs, mais de la capacité à rester en présence, même quand tout vacille. Et si on prenait un instant pour souffler ensemble, vous et moi, juste un instant pour reconnaître à quel point c'est difficile ce rôle de parent d'un adolescent. C'est un peu comme marcher sur une corde raide, les bras tendus vers l'équilibre, le cœur parfois en vrac, entre la peur de trop en faire et celle de ne pas en faire assez. Vous voyez, c'est pas un manque d'amour qui abîme les liens, c'est parfois la peur, l'incompréhension, le silence aussi. Et c'est pour ça que cet épisode avait tant d'importance. Parce que les ados d'aujourd'hui ne vivent pas du tout dans le même monde que celui qu'on a connu. Ils naviguent dans un océan d'images, de tentations, de modèles toxiques. Ils grandissent sous pression, hyper connectés, mais souvent émotionnellement déconnectés. Et pourtant, leur besoin fondamental reste le même, être aimés pour ce qu'ils sont, même quand ils se perdent. Être contenus, encadrés, guidés, savoir qu'il existe un adulte stable, fiable, pas parfait, mais là, présent, capable de dire non avec amour, capable de poser un cadre, de faire preuve de courage relationnel, parce que oui, parfois, la vraie bienveillance, c'est d'oser poser une conséquence. C'est de ne pas tout laisser passer sous prétexte qu'on a peur de perdre le lien, car ce lien ne se perd pas quand il est nourri avec authenticité. Il se renforce quand il est tenu, dans la tempête comme dans le calme. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout, mais vous avez besoin de rester en lien, d'oser dire vos émotions, vos limites, d'oser chercher du soutien aussi quand le rôle devient trop lourd. C'est un acte de responsabilité, pas de faiblesse. Et si je devais vous laisser une seule chose, ce serait celle-ci. Vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources, des espaces d'écoute, des accompagnements adaptés et surtout une communauté de parents qui, comme vous, essaient de faire au mieux chaque jour avec le cœur grand ouvert, parfois les larmes aux yeux, parfois le doute en bandoulière. Alors si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu à travers mes mots, n'hésitez pas à le partager, il pourra peut-être éclairer une autre maman, un autre papa qui traverse la même tempête. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, d'être accompagné pas à pas dans cette relation délicate avec votre adolescent, mes programmes sont là pour ça. Ils sont pensés pour vous donner des outils bien sûr, mais aussi du soutien, de la clarté et du courage. Celui d'oser croire que c'est possible. Oui, possible de transformer la relation, possible de recréer du lien, possible de voir son enfant autrement et de se redécouvrir soi dans ce rôle immense qu'est celui de parent. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout merci de continuer d'aimer, même quand c'est difficile. C'est déjà énorme, c'est déjà magnifique. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous ? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.